Pour moi, c'est davantage les prémices d'une danse macabre qui s'annonce. Et évidemment, on pourrait repartir du titre tout simplement. Le secret défense, c'est l'affaire sensible, classée confidentielle, pour des raisons de sécurité. Sandrine Sylvie travaille dans un centre d'immunologie par ironie du sort, et finalement, elle n'a absolument aucune immunité. Elle parle d'ADN au tout début, elle dit « je dois préparer l'ADN ». Et c'est ce qui va la perdre, c'est le roman familial et le lien filial qui finalement l'amène à changer de corps. Walser dira on ne sait pas ce que peut un corps, et elle se lance à corps perdu dans cette quête qui ensuite la transfigure, mais la sacrifie également. Selon la figure d'Électre ou d'Oreste, l'ambiguïté demeure. Si je dis pas de bêtises, derrière le film qu'on vient de voir, il y a comme une sorte de manière de revivre hypnotiquement le récit d'Eschyle. C'est-à-dire que ça, je crois que ça c'est établi qu'il y avait l'idée de refaire une sorte d'Orestie ou de refaire Électre, le récit de Oreste et Électre, si vous vous souvenez bien. Électre va chercher Oreste pour qu'il venge le meurtre de l'assassinat de leur père, Agamemnon, qui a été tué par sa femme Clytemnestre, et puis toujours l'amant de Clytemnestre, dont j'oublie toujours le nom, enfin le mec qui est avec Clytemnestre à l'époque. Et, et quand on le lit à travers Eschyle, Oreste et Électre sont entièrement justifiés de leur vengeance. Mais ce qu'il n'y a pas dans le récit d'Eschyle, c'est le fait que derrière, Agamemnon a quand même sacrifié son autre fille, leur sœur, Iphigénie. Mais dans la pièce, c'est une tragédie, mais ça se passe quand même plutôt bien pour Oreste et Électre. Oreste venge son père, certes derrière les Érinies, qui sont des sortes de représentantes de la justice. Je parle très mal de la tragédie grecque ou des mythes grecs. Mais les Érinies viennent essayent d'emporter Oreste, condamnation, mais la déesse Athéna, qui incarne une nouvelle forme de justice, qui donc essaye de sortir du cycle de la vengeance, réussit à sauver Oreste du destin funeste qui l'attendait. Et dedans, c'est une espèce de passage entre une espèce de système de vengeance perpétuellement réitéré, et donc entraînant des tragédies successives, et puis une libération de ça. Vraiment, au début, on a quand même un récit policier classique qui se met en place avec voilà, cette idée, un homme a tué notre père, on doit se venger, etc. Et d'un seul coup, Sandrine Bonnaire prononce cette phrase à l'hôpital, il faut qu'elle venge à la place de son frère, il faut qu'elle prenne sa place. Et à partir du moment où elle a formulé ça, en fait, le film va attendre qu'elle se transforme, et il va l'accompagner dans sa transformation à travers donc ce périple, d'abord en métro, récupérer des affaires, reprendre le métro, arriver à la gare, acheter des déguisements de meurtrière, acheter des lunettes noires, voilà, pour être une créature fatale et méconnaissable, rentrer dans le train, c'est ça, elle va arriver au bout d'une demi-heure, transformée et prête à commettre un acte qui finalement ne va pas se passer, et du coup elle va s'effondrer en fait. Voilà, je trouve que c'est... Ouais, et même physiquement, elle subit une transformation, outre les accessoires du roman policier. Elle passe du statut de vieille fille ou de femme de laboratoire, en tout cas assez figée, très sérieuse, un peu sur le qui-vive devant son ordinateur à rassembler ses documents, à une femme qui gagne en autorité, en maintien. Elle est investie d'une mission, sa destinée, et elle devient presque une actrice hollywoodienne. Je trouve que à la fois sa chevelure et son allure ferait penser à Grace Kelly, ou ce genre de pointure du roman noir, jusqu'à ce qu'elle arrive dans ce manoir cinéma, très connoté. On pourrait s'interroger sur l'opacité des motivations des personnages au début, puisqu'il y a une fausse tension, un faux suspense.
Nous savons, elle ne le sait pas encore. C'est une trajectoire, c'est vraiment filmé à plat, de façon très linéaire, contrairement à beaucoup d'autres rivettes qui pourtant investissaient le culte du secret, puisque depuis Paris nous appartient en 1960, c'était déjà une question d'organisation secrète, de complot. On est toujours dans les mêmes thématiques, mais d'une façon comme une flèche, vous disiez, encore une fois, de façon mythologique. Je parle vraiment là en tant que gros fan, donc il y en a vu plein des films de Rivette. Genre, je les ai quand même tous vus plusieurs fois. C'est que les questions de déplacement et les trajets, c'est très très souvent. Il y a une dimension poétique, géographique chez Rivette. Beaucoup avec Paris, mais pas que Paris, et souvent avec des oppositions, mettons ville-campagne, mais pas seulement non plus, mais que en général, ces éléments-là, c'est des éléments qui permettent, enfin, c'est difficile de généraliser sur une ensemble d'une cinématographie, mais enfin, grosso modo, ça permet des formes de dérive ou des formes de liberté. Là, les trajets, par contre, ils ne font que appuyer la dimension fatale, la mécanique fatale du drame. Donc, ils sont très présents, mais j'ai l'impression qu'ils sont très différents de la façon dont ils apparaissent habituellement. Et que là, un film où on voit beaucoup le RER, c'est La Bande des Quatre, et où on joue une sorte d'un côté Paris avec les répétitions de théâtre, de l'autre ce qui se passe dans la maison. Mais c'est des espèces de moments où des reprises de récits de la part des personnages. Et c'est souvent des personnages qui s'émancipent, les personnages de Rivette. Les personnages féminins en particulier. Depuis Céline et Julie vont en bateau jusqu'à Au bas fragile. On a vraiment une pléthore de personnages qui réussissent à comprendre, à déjouer les pièges dans lesquels on veut les faire tomber, que ça vienne de personnes ou plutôt de fonctions, les fonctions auxquelles ces personnes renvoient, fonctions policières ou fonctions familiales ou fonctions machin, et qui arrivent à s'en libérer. Là, c'est le contraire. Alors, il y a plusieurs possibilités, mais une possibilité aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas, ce que ces gens appellent création. Je sais, c'est un peu bizarre. Mais lui, il dit, dedans, à un moment, Walzer, il dit je ne m'intéresse qu'à la création. Et puis, il parle de Rousseau, père, et il dit toutes ces idées, il les avait dans le train. Mais c'est des idées pour construire des putains d'armes, quoi, hein, qui servent à tuer des gens. Donc, du coup, par rapport à ça, on peut aussi interpréter. Bon, c'est une interprétation. Hein, la fille scientifique de personnes comme ça, son espace, comment dire, ses possibilités de concevoir l'existence sont forcément extrêmement restreintes. Et donc sa manière de faire le bien, c'est ce dont tu te moquais tout à l'heure. Mais c'est clair qu'elle veut faire le bien. C'est clair qu'elle veut faire le bien dans un univers qui est un univers où il y a très 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 peu d'espace. Et où il n'y a pas d'espace pour l'amour, parce que je pense que... Enfin, j'en sais rien, hein, je ne suis pas dans leur cœur, mais je pense que Jules, elle pense que c'est vraiment ça, avoir un petit ami. Parce qu'elle, quand elle le voit, elle sourit. Elle n'est pas en train de lui faire la gueule. Elle sourit, elle le trouve sympa. Il sert juste à rien dans sa vie. Il veut juste l'aider. Mais et qui sait, peut-être même qu'il pourrait. On n'en sait rien. Mais il y a dans les interviews, il parle beaucoup du roman de Bernanos, Un mauvais rêve, où quelqu'un va pour tuer quelqu'un d'autre. Il y a une description d'un trajet. Et que c'est quelque chose d'extrêmement pesant et angoissant. Et on a des exemples plus romanesques que cinématographiques de criminels qui sont malades d'avoir tué. C'est quelque chose qu'on trouve plus dans le roman, mais qu'on voit dans le roman, que ce soit Bernanos ou Dostoïevski ou d'autres. Deuxième petit détail, après je vous laisse reprendre. L'actrice qui à ce moment-là joue Marthe, et aussi dans Jeanne, et elle revient elle est dans plusieurs films, et elle est dans La Bande des Quatre, absolument. Et
Et c'est elle, la mère de la petite fille dont vous parlez dans le film, c'est Marthe. Et donc il y a peut-être quelque chose là, mais surtout, pour aller aussi encore une dernière fois dans votre sens, et puis après je vous passe le micro. Quand vous parlez de la violence, j'ai l'impression que la violence ne va pas s'arrêter. Même si on a forcément énormément d'empathie pour le personnage de Sylvie Rousseau et pour... la question quand même, c'est comment il traite Marthe et comment il traite aussi les deux sœurs. Et là, il y a comme un truc de classe sociale qui est d'une violence dingue. Parce qu'avec Marthe, elle est un peu gentille quand même, Sylvie. Mais quand même, bon, on comprend quand on dit, mais c'était les filles des patrons quand même, malgré tout. Hein. Et après, quand elle se fait têche par Valzer, Sylvie, elle réagit pas. Elle sourit presque. C'est le moment où il commence à la séduire en plus. À ce moment-là, il envoie Marthe, il dit bon, ça va, non. Donc là, il y a un truc très très violent. Et il y a un truc très violent aussi, quand bien même c'est pas non plus c'est pas des serviteurs, mais elles font limite ce boulot-là dedans les sœurs Véronique et Ludivine, et comment dans l'ensemble les autres personnages les traitent. On a rarement vu, même si elle est très consciente de son crime et très très malade, on a rarement vu un criminel traiter aussi mal la sœur de sa victime.